Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Alors ce soir, on se retrouve pour un live pour un soutien aux artisans engagés. Donc on a souhaité à la base soutenir ces acteurs du changement en partant à la découverte de quelques artisans engagés de notre quartier. Mais avant, je tenais à vous présenter la base. Donc la base, c'est un bar associatif où on peut se retrouver normalement hors Covid, H24, 7 jours sur 7. Dans le 10e, c'est un endroit où on peut venir boire un verre, écouter un concert, mais aussi assister à une conférence et rencontrer des personnes. C'est un endroit de synergie, c'est un endroit où c'est une porte d'entrée vers l'engagement citoyen. Donc la base a été créée en mars 2019 en partant d'un constat, c'était que de plus en plus de personnes voulaient s'engager mais ne savaient pas comment. Donc on a créé la base pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Donc pour parvenir à ça, la base s'est fixé plusieurs objectifs qui sont aujourd'hui remplis par les 2 espaces de la base. Donc au rez-de-chaussée, on a le bar qui sert à organiser des événements qui sont gratuits et accessibles à tous et qui servent à sensibiliser, informer et former les acteurs de demain. Et aux étages, ensuite, on a un espace de coworking avec des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage qui sont destinés aux différentes organisations qui font partie de la base. Et donc, c'est des espaces qui permettent de créer des synergies entre toutes ces associations et organisations qui sont Alternatiba, ANV COP21, Faire un monde équitable, le consulat, le mouvement, Utopia, Notre affaire à tous, Nature Rights, Partager c'est sympa et 350.org. Mais aujourd'hui, au-delà de toutes ces organisations, la base, c'est surtout devenu une communauté de milliers d'adhérents et de centaines de bénévoles. Et cette communauté, c'est ça qui a permis à la base de participer à plein de projets tels que l'émergence de super locales, des actions de désobéissance civile, pardon, comme Bloquons la République des pollueurs, qui a permis de bloquer 4 tours à la Défense, ou encore des mobilisations comme la Marche du siècle qui a réuni plus de 100 000 personnes en 2019 à Paris. Mais aujourd'hui, comme depuis le premier confinement, la base est fermée. Mais comme il était hors de question de laisser un tel lieu vide en plein Paris et en pleine crise, on a repensé les espaces de la base pour les adapter à la situation et les rendre les plus utiles possibles. Donc on travaille avec des organisations comme La Cloche pour faire des distributions de bons et de permanence. On travaille aussi à des soutiens aux commerçants du quartier, on fait des maraudes alimentaires et vestimentaires. Et évidemment, comme ce soir, on continue de former et d'informer grâce à des événements en ligne. Mais malgré le fait qu'on soit tous très actifs, on perd aujourd'hui 60% de nos revenus et on a toujours énormément de charges, notamment un loyer qui est assez conséquent. Et ça nous met pas mal dedans. Donc, bien sûr, on a exploré toutes les pistes, des demandes de subventions à la ville. On a essayé de négocier le loyer, on a essayé d'avoir un prêt bancaire, mais tout ça reste assez incertain et rien n'aboutit pour le moment. Donc voilà, donc si vous voulez que la base existe encore après mars 2021, on a vraiment besoin de vous. Donc là, normalement, vous voyez un petit bouton faire un don qui s'affiche en dessous de la vidéo. Donc voilà, donc au lieu de prendre un verre ce soir avec nous au bar de la base, si vous pouvez verser ce que vous auriez payé pour votre verre, voilà, on compte sur vous. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Et maintenant, je passe la parole à Edouard, donc, qui est le cofondateur de We Can Do et qui sera notre animateur ce soir. Il va nous présenter donc, le sujet de cette table ronde et les intervenants. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression que c'est bon, ça s'est connecté. Bonjour tout le monde, donc ravi de vous accueillir ce soir. L'idée, c'est justement ce soir de pouvoir parler des artisans qui sont engagés, donc engagés au travers de leur démarche et qui résultat, font rayonner un petit peu l'artisanat et une consommation un petit peu plus responsable à l'échelle de leur quartier. Pourquoi est-ce que je vais un petit peu faire l'animation ce soir, enfin au moins la part d'animateur? C'est parce que résultat, chez Weekend, on travaille avec un collectif d'à peu près 700 artisans et on permet au grand public d'aller chez eux pour découvrir des savoir-faire. Justement des savoir-faire manuels et se rendre compte qu'il y a aussi des artisans souvent bien plus près de chez nous que ce qu'on pense. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est avec 3 artisans justement engagés. Donc, il y en a que 3, mais l'idée, c'est aussi qu'ils représentent différents types de métiers et que vous puissiez un petit peu vous rendre compte des différents types d'initiatives qui sont portées
par différents types d'artisans. Donc, c'est surtout des alternatives qui sont éthiques et respectueuses de l'environnement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire un rapide tour de table pour donc de 2-3 minutes par artisan pour qu'ils puissent vous expliquer un petit peu leur démarche et en quoi justement leur démarche est engagée. On va faire un petit tour de leur atelier en même temps. Donc, je laisse la parole aux dames en premier. Donc, si vous voulez prendre la suite à l'atelier Rose Michel. Résultat, Chloé et Aline. Alors bonjour, donc nous sommes Aline et Chloé et nous avons fondé l'atelier Rose Michel en 2018. Voilà, et puis depuis le début, on s'intéresse à l'upcycling à travers nos créations. Donc voilà, donc on crée à partir de matières qu'on récupère ou voilà, à partir de vêtements aussi qu'on retransforme. Et au fur et à mesure, on a aussi souhaité transmettre notre savoir-faire et nos compétences à travers des ateliers, donc des cours aussi, où justement on explique toute notre démarche avec les matières et puis comment transformer les vêtements, faire voilà, du neuf avec du vieux. Et voilà, donc là on est dans notre atelier au 80 boulevard Voltaire, dans le 11e. C'est un grand espace qu'on partage avec d'autres artisans, d'autres artistes. Et voilà, on peut vous faire un petit tour. Alors, tac. Donc voilà, donc c'est un espace ouvert. Donc voilà, je sais pas. Tac. On a une table de coupe, on a un peu des vêtements suspendus. À côté de ça aussi, on habille les artistes, on est costumière. Et du coup, même pour les artistes, on essaye le plus possible voilà, de proposer des alternatives upcycling pour créer des costumes de scène, donc pour la musique, le théâtre et la danse aussi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, comme on peut voir, voilà, tous nos petits trésors, nos tissus qu'on entasse depuis des années. Voilà. Vous récupérez par quel biais le tissu? Alors, on a plusieurs biais. Donc, voilà, comme la plupart de notre entourage sait qu'on travaille de cette manière, souvent on récupère sur les tournages, les clips, les pubs, où souvent les matières sont utilisées pour faire des décors seulement une journée. Donc, voilà, on a pas mal de réseaux de chefs déco, de gens qui travaillent et qui nous appellent. Ça va partir à la poubelle, il y a 10 mètres de tissu, il faut venir. Donc, on est assez réactive et voilà, on part comme ça chercher le tissu. Après, on va aussi sur les marchés, dans les Emmaüs, voilà, tout ce type de réseau qu'on essaye de développer au fil du temps. Trop bien. Vous construisez comme ça des réseaux qui vous permettent d'avoir par différents canaux plein de pièces différentes, quoi. Exactement. Ouais, bien sûr, ouais. C'est un réseau qu'on entretient, qu'on chérit depuis très longtemps, hein, chacune l'une comme l'autre. Ça fait partie de notre chair. Hein. Trop bien. Et donc, ce qui est génial, c'est que notre passion, notre métier permet d'utiliser tout ça et d'en faire des vêtements et comme vous disiez Chloé, de donner, de propager notre savoir-faire. La bonne parole et la revalorisation aussi, et ça fait le pont avec Lionel qui a monté la Belle Récup, donc il travaille justement sur la revalorisation. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement ce que tu fais? Et si tu peux nous faire un petit tour de l'atelier en même temps, avec plaisir. Salut, avec plaisir. Là, je suis à la Bissauterie en Bourgogne. La boutique elle est fermée à cette heure-là, c'est pour ça on ne va pas vous faire visiter la boutique, mais bienvenue. On est rue de la Folie-Méricourt au numéro 27, pas loin du métro Saint-Ambroise. Et nous, notre cheval de bataille, c'est de transformer des matériaux de récup, par exemple du papier ou tout autre matériau autour de ce que j'ai pris quelques objets autour de moi. Alors, est-ce que tu peux mettre le téléphone assez près de ta bouche? Le son est assez faible, ouais. Comme ça on t'entendra mieux. Parfait. Vous m'entendez mieux là? Ouais, mieux beaucoup mieux. Ok. Donc là, par exemple, on a expérimenté hier de couper des bouteilles de verre pour en faire des petites tasses comme ça ou des différents objets, des bougeoirs,
ça c'est, bon, on est en train de faire des recherches ici de petits objets en verre. Là, on a par exemple un caméléon qui vient du Mali. C'est un artisan malien qui fait ce travail avec des fils de fer et des boîtes métalliques. Là, on a des yeux qui viennent de Nantes. C'est un artiste qui s'appelle Julien Roche. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Camping Sauvage. Et donc, il prend des photos des yeux de ses copains qui collent sur de la résine et il en fait des pins comme ça. Trop bien. Là, c'est un panier en papier, un miroir en canette, qui vient du Sénégal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ici, des sacs en languettes de canettes qui sont fabriqués en Colombie. Celui-là en Pologne par un collectif qui s'appelle Moyo, un collectif de femmes. Il y a 2 garçons qui collectent les languettes dans les festivals en été en Pologne et Ivona, la créatrice, elle conçoit plein d'objets. Ça, c'est un panier en capsule qui vient du Sénégal, qui est fait par Babacar Diawara. Là, c'est des chapeaux qu'on expérimente de fabriquer des chapeaux en ce moment avec différents matériaux, du carton, du papier. Donc il y a une partie des créations que tu proposes qui sont faites avec des artisans et des créateurs avec qui tu travailles, et vous aussi vous transformez un petit peu la matière? Exactement. Ouais. Nous, les animateurs de l'association, comme les artisans, on transforme aussi. Ouais. Trop bien, c'est cool. Donc avec toujours, j'imagine, un enjeu qui est délicat dans la revalorisation, d'arriver en fait à recréer un objet unique à partir des contraintes de l'existant, quoi. C'est ça aussi qui est évident, qui est jamais évident, quoi. C'est ça, mais souvent l'art fait la contrainte fait l'art, je dirais. Complètement. Et finalement, quand on a des matériaux contraignants, on trouve des solutions pour les transformer. Ouais. Et c'est ce qui fait que finalement l'upcycling et la revalorisation, c'est aussi que des créations uniques, quoi. Parce que finalement chaque matière première sera différente, quoi. C'est ce qui est certain. Et le point commun entre tous les artisans que je connais, qu'on fédère, c'est une centaine d'artisans, c'est qu'ils ont un regard très frais sur les choses, sur les matières, sur les formes. Ils ont une fraîcheur qui leur permet d'imaginer un potentiel que personne n'avait envisagé jusque-là. Complètement, c'est la multiplicité des regards qui font la richesse aussi, quoi. C'est trop bien. Et pour apporter un dernier regard, on est aussi avec Tom Desfleurs, qui a monté Bleu et Coquelicot, et qui, pour le coup, est aussi dans sa boutique et peut nous faire un petit tour du propriétaire et nous expliquer un peu ce que vous faites. Bonsoir, je m'appelle Tom. Alors moi, j'ai une petite boutique de fleurs dont je vais vous faire le tour en même temps. Moi, je travaille qu'avec des petits producteurs locaux aux bonnes saisons. Alors, attendez, parce qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, je vais me présenter déjà et je vais vous faire le tour après. Donc, moi, je travaille qu'avec des petits producteurs locaux printemps, été, automne. En hiver, j'ai des fleurs du sud de la France, mais j'importe jamais de fleurs hors de France. J'avoue que j'ai commencé à faire ça il y a 15 ans quand j'ai commencé ce métier, d'abord pour une question logique avant une question éthique, en fait, simplement. Ces producteurs, ils étaient là au marché, ils avaient des belles fleurs, plutôt moins chères que l'importation, plutôt de meilleure qualité. Ils étaient plutôt plus sympathiques que les marchands de fleurs. Donc, voilà, moi, je me suis accoquiné avec eux. Après, c'est devenu, en 15 ans, le regard des gens a changé et les préoccupations des gens ont changé. Donc, c'est devenu, on parle beaucoup d'écologie alors qu'on n'en parlait pas il y a 15 ans. Moi, j'en suis ravi parce que l'essence de mon métier, c'est, en dehors de travailler ces fleurs, etc., c'est surtout de faire de l'éducation populaire et auprès de mes clients et de leur transmettre ce que moi, j'apprends tous les jours avec mes producteurs et en regardant mes fleurs. Je vais vous montrer un petit peu la boutique. Ça va être très rapide parce qu'elle fait 8 mètres carrés. Donc, voilà. Du coup, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais si vous pouvez voir des petites succulentes qui viennent d'un producteur de Bretagne qui s'appelle Arrêt Succulente, qui travaille très bien en termes de choix variétal et en termes de qualité de production.
Donc ça, c'est à peu près l'équivalent, si vous voulez, des petites plantes que vous voyez chez Ikea et chez Leroy Merlin. Donc vous pouvez constater que quand elles sont bien produites et sélectionnées avec amour, elles n'ont pas du tout la même tête. Ça, c'est que des petites fleurs. Alors là, on est sur là, comme vous avez pu le constater, il fait froid en ce moment, un peu partout. Donc les fleurs, elles sont faites sous serre, évidemment. Donc on essaye de travailler avec des producteurs qui ont des serres non chauffées. Donc il y a quand même une saisonnalité. On peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire on peut pas faire des pivoines au milieu du mois de décembre, c'est pas possible. Donc toutes ces fleurs rondes là, par exemple, ça c'est des renoncules. Ça, ce sont des anémones. Celle-ci, je sais pas si vous voyez ce que je vous montre. C'est difficile de faire des choses en même temps. Ça, c'est des petites roses qui viennent du Val-de-Marne. C'est vraiment les dernières de la saison. Il va faire trop froid après. Mais voilà l'idée. Après, je peux même vous emmener pour vous faire un petit tour dehors, mais pas trop loin parce que sinon je quitte la connexion Wi-Fi. Mais voilà, il y a tout un tas de petites plantes. Alors, les plantes d'extérieur et les arbustes sont tous produits en région parisienne. Pour les plantes d'intérieur, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que la production ne se passe pas comme ça. C'est très compliqué d'avoir des unités de production de plantes d'intérieur. Donc, chaque producteur produit assez peu de variétés. Et donc, pour avoir un choix variétal, il faut nécessairement passer par des centrales d'achat qui, eux, travaillent avec plein de petits producteurs qui sont beaucoup en Allemagne, un petit peu en Espagne, pas mal en France aussi, mais un peu éparpillés et voilà, mais qui travaillent plutôt bien. Ok, c'est amusant. On sent que dans les trois profils, ce qui est délicat à gérer, c'est finalement la partie approvisionnement, qui peut être à la fois pas évident enfin, c'est pour vous là, Aline et Chloé, c'est une somme de petits acteurs que vous avez réussi à concilier. Pareil pour Tom, finalement, c'est un petit peu aussi cette logique-là d'identifier quelque part qui vont être les bons fournisseurs et qui font leur boulot correctement. Et pour la Belle Récup, c'est évidemment d'arriver à conjuguer aussi tout ça, quoi. Je crois que je vais vous présenter aussi rapidement Weekendoo. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Weekendoo? Donc, comme je le disais rapidement au début, on est un collectif d'artisans de 750 artisans, un petit peu de partout en France, qui ont fait le choix de partager leur savoir-faire. Donc, ça veut dire inviter le grand public ou même parfois des entreprises dans leurs ateliers pour faire découvrir un métier de l'artisanat. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce qu'en fait, l'artisanat est souvent méconnu et souvent la perception prix est assez élevée. En fait, beaucoup de gens trouvent l'artisanat très cher et le trouvent souvent un petit peu cher parce qu'ils savent pas trop comment c'est fait. Et c'est pour ça qu'on voulait justement emmener les gens dans les ateliers pour avoir une démarche de pédagogie et de se dire qu'en fait, c'est potentiellement une aberration d'acheter une table basse à 15 euros si rien que la matière première en vaut déjà 30 et qu'on paye quelqu'un un coût du travail raisonnable, quoi. Donc, on a lancé ça il y a 4 ans et résultat, on rencontre énormément d'artisans et c'est assez amusant ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur la partie, en fait, je réfléchissais pas forcément dans une démarche responsable, mais pour moi, c'était simplement logique. Et en fait, on rentre un peu dans une société où parfois on marche un petit peu sur la tête et justement de reprendre un peu les bases et de se dire, en fait, ça, c'est logique comme fonctionnement de travailler avec quelqu'un proche de chez soi et de bien produire. C'est pas finalement, ça devrait pas être une démarche, ça devrait être quelque chose de naturel, quoi. Et c'est top qu'on puisse aborder un petit peu ça ce soir. Résultat, de quoi on va parler? Ce que je vous propose, c'est qu'on commence un petit peu par le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez lancé ça? Il y a souvent une démarche de prise de conscience qui arrive lorsqu'on s'engage. Et puis après, on pourra peut-être aborder plus la partie comment est-ce que au quotidien, finalement, vous arrivez à vous engager et quel levier, on va dire, vous activez pour conserver justement cette démarche d'engagement, quoi. Je ne sais pas si sur la partie un petit peu la genèse des différents projets, si quelqu'un veut en parler en premier. Je voyais, vas-y, Tom, carrément. Moi, je peux raconter un petit peu, mais moi, j'ai été salarié dans cette boutique avant, donc c'est pas une démarche, c'est pas un projet que j'ai engagé. Ma conscience écologique, elle est venue ici, en fait, dans cet endroit, au contact des fleurs et au contact des producteurs, etc. Mais beaucoup au contact des fleurs, beaucoup à force d'observation. Et donc encore une fois, c'est d'abord la logique qui m'a amené à la question de l'éthique. Mais c'est pas à l'origine une démarche, donc c'est un petit peu différent, et parce que c'est pas parti. Moi, je suis arrivé dans cette boutique complètement par hasard, en fait.
j'avais 24 ans, ça devait être un job d'étudiant et il y a quelques personnes un peu avisées, vieilles et sages autour de moi qui m'ont dit que c'était pas un job d'étudiant et que c'est un truc que je ferais toute ma vie si je mettais les mains dans la terre. Et c'est vrai. Et donc c'est comme ça que j'y suis resté et c'est vrai que ce qui me fait continuer, c'est pas mal les producteurs que j'aime beaucoup, c'est beaucoup les fleurs, c'est beaucoup les gens aussi, c'est beaucoup la transmission. Après, j'ai la chance d'être au milieu du 10e arrondissement. Dans le public de ma boutique, c'est des gens qui ont envie c'est des gens qui ont envie de bien faire. Ils savent pas encore que c'est nul d'acheter un avocat bio qui vient du Chili, mais ils ont envie de comprendre pourquoi c'est nul et pourquoi il faut pas le faire. Donc, du coup, c'est assez agréable. Est-ce que tu sens justement une évolution dans le discours qu'ils peuvent avoir avec toi, etc. Parce que souvent, quand on fréquente quelqu'un qui est justement en engagement, une démarche, on est influencé finalement. Et tu sens que tu arrives justement à apporter une influence là-dessus. Il y a j'ai quelques clients avec qui on a des conversations centrées sur ces sujets-là depuis 10 ans, avec qui on commence à aborder l'idée que la nature, ça n'existe pas et que c'est un concept occidental qu'on a inventé au 19e siècle. Là, on est bon, mais tous ne sont pas tous. D'abord, tous n'ont pas besoin d'aller jusque-là. En fait, c'est pas forcément la question. Mais beaucoup y sont sensibles. Beaucoup ont changé leur comportement, en tout cas, au moins en continuant à venir ici et en faisant attention à ce qu'ils achètent, en se posant la question de la saisonnalité des fleurs, etc. Donc, oui, il y a forcément une prise de conscience parce que les gens en entendent plus parler, etc. Les gens ont envie de bien faire. Après, comme personne n'a l'humilité tout en haut d'admettre qu'on comprend pas comment ça fonctionne et que du coup c'est difficile de dealer avec le fait qu'on comprenne pas. Bien sûr. Ouais. C'est pas évident, mais il y a une vraie envie de comprendre et d'essayer de changer, en tout cas, leur comportement. Les gens commencent à comprendre en fait que c'est pas la technologie qui va les sauver et qu'il va falloir changer de comportement. Ça, c'est intéressant. Vous sentez, si on peut, vous voulez en parler un petit peu, Aline et Chloé. Donc, comment est-ce que finalement, comment est-ce que vous avez lancé l'atelier Rose Michel et un petit peu justement dans ce quotidien, comment est-ce que vous le sentez? Eh bien, par rapport, alors il y a Chloé et elle et moi, oui, par rapport à mon parcours, comment je suis arrivée déjà en indépendante et aussi à travailler uniquement des matières de récupération. C'est parce que j'ai commencé en tant que styliste dans le sentier et après des études, pour le premier job, je suis tombée directement au milieu des rouleaux de tissu qui arrivaient de Chine. Et je me revois encore devoir à commander du tissu, à grappiller les prix, à avoir le moins cher possible et finalement logistique énorme et pour avoir une qualité de tissu horrible. Et des vêtements au final qui avaient des finitions à pleurer. Et pour arrêter de pleurer, j'ai commencé à créer mes propres vêtements, mes propres collections, petit à petit. Ça arrivait tout doucement. C'était en parallèle de ton activité au départ? Quand j'ai stoppé plutôt ce job, là je me suis lancée dedans. J'avais commencé avant, mais ensuite j'ai pris ce job et là je me perds. Et mais c'est comme ça que tu en es venu c'est en voyant tout ce que tu n'aimais pas, que tu en es venu à créer ton label. Ouais, alors c'était très très dur parce que on est seul et c'était en 2017 recyclage 2017 des vêtements dans des matières recyclées, c'était pas vraiment c'était difficile à faire comprendre, mais c'est déjà porté, c'est usé, mais non, il y a aussi dans l'upcycling, il faut aussi comprendre, savoir
que les matières que l'on choisit, c'est souvent des stocks qui sont dormants. Ça peut être du linge de maison, ça peut être du linge qui n'a jamais été porté, ça peut être des vêtements, du textile, d'ameublement qui finalement est neuf. Et donc qui est finalement déjà d'une meilleure qualité. On n'a plus ces qualités-là faites aujourd'hui, ou alors à des prix exorbitants. Et donc nous, on a accès quand même à des qualités de fait de traiter, par exemple des rideaux des années 70. On a une qualité magnifique qu'aujourd'hui, si on achetait ce même tissu dans ce même grammage, avec ces mêmes fils, d'un velours, par exemple, fil velours mélangé avec un autre fil de soie, on les paierait énormément cher. Donc déjà peut-être que c'est d'une manière aussi pécuniaire, on est arrivé là, mais d'abord, au-delà de la démarche écologique, pour moi, c'est quelque chose qui est inné probablement de faire avec ce qui m'entoure, mais il y a aussi l'âme qui transperce dans ces textiles. Parce que quand on a ce textile dans les mains, on va pouvoir le dater, se dire il a été dans tel. C'est une plus-value. C'est une plus-value. Ouais. Et on peut donc le dater, on peut imaginer dans quelle pièce il a été. Et finalement, voilà, c'est une façon de raconter une histoire aussi. Tout à fait, ouais. Mais le but du jeu, si on peut prendre ça, parce que nous, on s'amuse aussi beaucoup dans notre métier, comme beaucoup d'artisans, j'imagine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre le vêtement au final, quand nous, on l'a fini, qu'on reconnaisse pas aussi à première vue que c'était un rideau, que c'était ci, que c'était ça. C'est camouflé, voilà. Non, pas camouflé. Mais vous transformez l'histoire en une nouvelle histoire aussi, c'est ça qui est sympa. C'est les usages qui changent, etc. Ouais, voilà. C'est trop bien. Et toi, Lionel, sur la partie justement sur le label Récup, comment est-ce que c'est né l'initiative? Eh ben, c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu plus à nouveau? J'ai l'impression. Ouais, parfait, c'est un mieux. C'est bien, vous m'entendez? Je parle fort. Mieux, ouais. Et ben, c'était au Mali. J'ai rencontré un artisan qui s'appelle Ladji Badiaga, qui fabrique des objets en boîte métallique. Ici, ouais, j'en ai un. Je vais vous montrer. C'est ces petits objets-là, adorables, en boîte de conserve, soudés à l'étain et peints, ou pas d'ailleurs. Il y en a qui sont pas peints, celui-là il est peint. Et donc j'en avais ramené pour les offrir à mes petits-neveux. Et ils ont adoré des petites voitures, des camions de pompiers, des personnages comme ça. Et leur regard était tellement joyeux quand je leur ai offert que je me suis dit, c'est ça, j'ai envie de promouvoir cet artisanat, ce travail-là. Et plus tard, au Brésil, j'ai rencontré d'autres artisans qui fabriquent des objets en papier. Alors, c'est de la vannerie en papier. C'est ça. C'est une technique brésilienne. Je ne sais pas si vous voyez le détail. C'est du papier qui est roulé autour d'une aiguille à tricoter ou d'un fil de fer, d'une pique à brochette, et on obtient un brin. Et on tresse les brins ensuite pour en faire des paniers, des chapeaux, énormément de choses. Et voilà, donc au Brésil, j'ai rencontré pas mal d'autres artisans. Je me suis dit que ça devait exister dans le monde entier et que ce serait intéressant de fédérer ces artisans et des artistes aussi, parce que j'ai rencontré aussi des artistes plus tard qui font des pièces uniques ou des petites séries. Mais bon, moi, ce qui me touche le plus, c'est l'artisanat, c'est ce qui est usuel, les objets du quotidien, les lanternes, les lampes à pétrole en boîte de conserve, avec un bout de verre. C'est ça que je trouve ça magique, la capacité d'adaptation, finalement, des artisans à leur environnement, à leur société, et de réussir finalement à repenser la société, non pas comme ceux qui l'ont conçu l'avaient pensé. Il la refonde quelque part, il la réinvente, et ça c'est magique, ça donne de l'espoir.
Trop bien. Et dans les retours justement que te font les personnes qui peuvent qui viennent chez toi au label Récup, qu'est-ce que tu as comme retour, parce que on sent que pour toi le voyage a été carrément initiatique avec toutes ces rencontres, etc. Et l'enjeu après ça va être justement de diffuser tout ce que tu as pu voir, quoi. Est-ce que tu sens justement dans les retours des visiteurs, enfin des personnes qui viennent? Bon, on a la chance. Auparavant, j'avais une boutique rue de Ménilmontant il y a quelques années. C'était plus difficile pour différentes raisons. Mais là, c'est un quartier assez touristique. Bon, là, en ce moment, il y en a plus, mais j'espère qu'ils vont revenir. Et c'est des gens qui voyagent, donc certains connaissent certains de nos produits, comme par exemple les verres Beldi, c'est un verre marocain. J'en ai pas là, mais un verre recyclé soufflé qui existe depuis 1940. Et c'est un design magnifique, très connu. Moi-même, je savais pas que c'était du verre recyclé. Et c'est un copain un jour qui m'a dit ça au Maroc. Et depuis, on commercialise ce produit. Et bon, voilà, c'est des objets, certains très anciens, et puis des créations aussi très récentes. Il y a beaucoup de jeunes. Ça, c'est un autre motif d'espoir pour moi. C'est qu'il y a des jeunes, très jeunes, hein, des ados, des jeunes adultes, qui inventent, enfin déjà qui apprennent des techniques et puis qui inventent avec les matériaux qui sont à leur portée. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est un joli message d'espoir aussi, dans une période un peu grisouille. Est-ce que vous avez, toi aussi, Tom ou Aline et Chloé, vous le sentez que la jeunesse notamment, et j'imagine que les fleurs peuvent être très visuelles et parfois peuvent un peu arrêter les enfants? Et alors, il y a beaucoup d'enfants qui s'arrêtent. Il y a beaucoup d'enfants qui s'arrêtent aussi, mais je triche parce que il y a un bassin dans la vitrine avec des poissons et des écrevisses. Et donc, voilà, les enfants, ils s'arrêtent beaucoup pour ça. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sensibles aux fleurs. Moi, ce qui me touche le plus, c'est... Ça fait 16 ans maintenant, donc ce qui me touche le plus, c'est les gamins qui ont grandi vraiment dans le quartier et qui viennent acheter leur premier bouquet de fleurs pour leurs premières amoureuses. Ça, c'est cool, quoi. Ou pour leurs premiers amoureux. Il y a beaucoup de filles. Mais et ce qui est assez rassurant pour moi, c'est que je ne sais pas si les générations suivantes continueront à acheter plus de fleurs, mais en tout cas, c'est moins genré. C'est-à-dire qu'il y a autant de jeunes hommes que de jeunes femmes qui viennent offrir des fleurs à leur mec ou à leur nana que de gens de ma génération, où il n'y a pas beaucoup d'hommes de ma génération qui offrent des fleurs et à qui on offre des fleurs, pardon. C'est assez marrant d'ailleurs. En général, c'est des femmes qui arrivent en disant « Je voudrais un bouquet, mais c'est un peu délicat parce que c'est pour un homme. » Mais voilà, ça c'est assez chouette. Et donc ouais, des jeunes, il y en a de plus en plus, bien sûr. Trop bien. Et pour vous, Aline et Chloé aussi, vous sentez que donc quelque part vous avez un rôle fédérateur à l'échelle depuis plusieurs mois, en fait, les demandes de cours pour apprendre en fait à faire des vêtements, à modifier, et les cours spécifiques upcycling, il y a beaucoup de demandes. Voilà, des gens veulent, au lieu de jeter leurs vêtements, plutôt les modifier, refaire du neuf, enfin faire autre chose avec. Donc on a pas mal de demandes avec ça. Hommes, femmes, des hommes, quelques-uns. Mais sinon, tranche d'âge assez variée hein, quand même. L'upcycling plus jeune. Plus jeune, ouais. Mais des fois, on a eu la maman et la fille. Et c'est souvent des cadeaux. D'ailleurs, il y a We Can Do. Et ouais. Mais même les cours, parce qu'on donne des cours aussi sous d'autres formes, et ça aussi, il y a beaucoup de demandes au niveau de l'upcycling. On sent vraiment que les mentalités sont en train de changer, que voilà, le consommer H&M, Zara, la fast fashion commence à
à lasser. En fait, les gens sont de plus en plus informés que c'est pas possible en fait de produire un t-shirt à 5 euros, enfin de le vendre à 5 euros parce que derrière il y a quand même beaucoup de travail pour faire un t-shirt. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent petit à petit dans les mentalités avec quand même plusieurs affaires qui ont fait les titres des journaux et du coup qui ont permis aussi de mettre un peu de lumière sur tout ça, alors qu'avant c'était peut-être plus spontané de consommer des vêtements vraiment à bas coût. Puis aussi l'essor des friperies aussi change pas mal les mentalités concernant les vêtements, l'achat de vêtements. Clairement. Puis les enfants ont quand même un rôle d'influence important sur les parents aussi. Enfin, quand l'enfant, les nouvelles générations semblent en tout cas être plus sensibilisées à ces problématiques-là, et derrière c'est elles qui feront l'avenir. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bien Et sûr. là-dessus, je me demandais, est-ce que vous avez aussi, j'imagine, ressenti un impact du Covid là-dessus? Justement, les gens se sont mis à fabriquer, on le dit beaucoup en tout cas, les gens se sont mis à fabriquer plus. Est-ce que vous avez senti comme ça suite à la fin du confinement, à la levée de confinement, là, on a eu énormément de demandes de cours, des gens qui s'étaient justement essayés à la couture et qui avaient plus ou moins réussi et qui avaient vraiment envie d'apprendre en fait. Et puis voilà, qui avaient pris goût pendant le confinement au faire soi-même. Ouais. Trop bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre travail? Je crois que vous voulez nous montrer un kimono. Eh bien oui, par exemple, il y en a plusieurs qui se promènent derrière nous. Alors ça, c'est des... Alors, tu peux présenter ça? C'était j'ai fait une fin de rouleau d'un tissu années 70. Et ça, c'est l'exemple même par exemple, on a un cours upcycling qui se fait en 5 heures. Mais c'est un kimono upcycling parce que des fois, on a plusieurs personnes, on peut être 3, 4. Des fois, on les fait ensemble, Chloé et moi, ou Chloé peut le faire toute seule, ou moi-même seule. Et c'est un modèle, on a choisi le kimono parce que déjà c'est très bien pour des débutants. Il se passe en 3 morceaux, donc 3 découpes, et ensuite des coutures qui sont relativement droites à faire. Et pas de grandes problématiques. La personne peut repartir au bout des 5 heures avec une pièce réalisée par ses soins. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise comme matière justement? Là, on a un rideau justement. On a un rideau. Là, on a un rideau et en fait, on a 2 rideaux. Là, on a des franges qui viennent vous voyez les rideaux que des fois on peut avoir chez soi avec des franges pour couvrir une porte. Ben là, on a récupéré les franges de ce type de rideau pour décorer le kimono. Sinon, le cœur, c'est aussi du rideau. Alors là, on a un dessus de lit, par exemple. Donc là, on voit encore un peu la trame, vous voyez, avec ce type de finition, ce qu'on met pour recouvrir les matelas. Donc là, par exemple, on a fait le parti pris de conserver certains éléments qui étaient déjà dans l'existant. Voilà, donc ça, c'est des petites choses. Un dernier exemple, peut-être. Là, bon, c'est pas tout à fait fini, mais ça, c'était une jupe. Et maintenant, c'est un kimono. Et là, pareil, en gardant tout ce qui est volant de la jupe. Et là, c'était la nappe de mamie. Voilà. Voilà quelques exemples pour commencer. Voilà. C'est cool, ça illustre vraiment très très bien la diversité de la matière première, quoi. Ouais. C'est cool. Lionel, tu voulais nous faire une autre démo sur la partie, je crois, avec une bouteille. Ah, attends, on n'a pas ton micro. Hop. On n'a pas ton micro. Est-ce que tu peux activer ton micro? Parfait. Alors déjà, avant de vous faire une petite démonstration, un petit atelier, je vais vous montrer ce jouet que j'adore. C'est une capsule et un fil. Ça s'appelle un View. Vous m'entendez? Pas très très bien. Il faut encore que tu te rapproches un petit peu. Ok. Alors ça, c'est une capsule qui a été percée avec 2 trous ici, avec un clou. Et une ficelle, on fait un nœud et ça fait un jouet. Je ne sais pas si vous l'entendez et vous le voyez tourner, c'est assez amusant. Ça détend, c'est très agréable. Voilà.
On peut l'arrêter au milieu. Et le but, c'est on en fait un chacun, et de couper le fil de l'autre. On essaie de couper le fil de l'autre avec notre capsule. C'est une capsule qui a été aplatie, vous voyez, au départ. Alors, la démo que je voulais vous faire, c'est la démo de cette boîte. C'est une technique que j'ai appris au Brésil. Je pense que ça a été inventé au Brésil. Les Brésiliens, ils sont très en avance. C'est un mélange de cultures, peut-être pour différentes raisons. Il y a beaucoup de techniques qui ont été inventées au Brésil, notamment celle-ci. C'est une boîte, voilà, toute simple, avec un fond de bouteille d'une marque de soda qu'on va pas citer ici. Ils n'ont pas besoin de nous pour faire la pub. Voilà, cette marque-là que vous reconnaissez tous. Alors, on commence par aménager un trou. Ici, au niveau de la rainure du bas, il y a 3 rainures. On fait un petit trou et on va couper la tête. On coupe la tête. On peut faire autre chose avec la tête, mais on verra ça une autre fois. Donc, il nous reste le cul. En dessous de la partie où il y avait la publicité, que j'ai enlevé déjà hein, pour pas vous la montrer, on va enlever encore 1 centimètre. Voilà. Cette bouteille, elle a plusieurs particularités. On peut utiliser aussi une autre marque, c'est la Rosana. C'est une bouteille d'eau bleue qui a une forme très similaire. Donc, c'est bien meilleur pour la santé que ça, sauf les lendemains de fête, éventuellement, je vous conseille. Alors, celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle a 10 rainures dans ce sens-là, vertical. Et ça va nous aider, ça va nous faire un guide. J'ai pas assez coupé. J'enlève encore 1 cm. Parce qu'il y a différentes tailles, hein. Il y a différentes contenances. Donc, ça marche avec toutes les contenances. Ensuite, donc, on va couper pour les enfants. On peut mettre un élastique pour les cheveux ici, pour mettre la marque. Parce que cette bouteille, donc, elle a 10 rainures et elle a aussi des hanches et une taille. La Rosana aussi, pareil. C'est les seuls, à ma connaissance. Et donc, soit on met un élastique. Moi, je fais 2 vues comme ça. Et on va couper une rainure sur 2. Et on s'arrête pile au niveau de la taille. Très important. Comme ceci. Voilà. Donc on a coupé 5 pétales, une rainure sur 2, il y en avait 10. Maintenant, la boîte elle ferme déjà. Voilà, là elle est fermée. Ah, elle se rebelle, elle se ferme. Elle se ferme. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à arrondir les angles. Et ça, c'est simple. On commence par le milieu et on ferme les ciseaux en tournant. Hop, on enlève un petit coin. Et voilà. Donc, on fait des pétales. On fait ça pour les 5 pétales et on obtient la boîte. Comme ça. Boîte clac. Je l'appelle la boîte clac-clac parce qu'elle fait clac-clac. Et c'est très pratique pour ranger les petits trucs, les trucs on a envie de les ranger, mais là c'est visible, donc c'est intéressant. On en fait plein, on range nos petits trucs dedans. Pour le tri, parce que l'artisanat de récup, ça commence par le tri. Donc l'important, tu commences par trier les trucs, tu les mets à côté si tu as un peu d'espace, et puis ensuite tu peux découvrir leur potentiel, mais parfois ça met du temps. Top, trop cool. Tom, est-ce que tu veux nous montrer une création aussi? Ah, attends. Est-ce que tu peux mettre le micro? Non. Nickel. Ouais, ça tombe bien. J'ai une commande à faire pour demain qui vient d'arriver. Je vais vous la faire en même temps. Alors, la différence avec vous deux, en fait, vous trois, c'est que moi, les gens qui créent dans mon process, c'est mes producteurs, plus que moi en fait. Moi, j'assemble ce qu'ils font, mais c'est les fleurs en fait qui sont dingues. Et puis
il y a un truc qui se passe aussi quand on travaille avec des fleurs qui ne sont pas des fleurs de serre et qui ne sont pas des fleurs calibrées, c'est que, en fait, les fleurs, elles ont un sens. Elles sont toujours tordues, elles ne sont jamais toutes droites, quoi. Et donc, faire un bouquet de fleurs, c'est respecter ça, en fait. Donc, c'est pas tant un savoir-faire d'apprendre à faire des formes ou des tas de choses qu'on peut apprendre dans des écoles, mais c'est plus un travail d'observation que de création, en fait, finalement. Parce que les fleurs, en fait, là, elles sont toutes belles et vraiment, je pourrais pas... Enfin, c'est pas possible de faire un truc qui marche pas, en fait. Elles ont chacune leur place, etc. Si vous respectez ça, mais un peu comme ce que vous faites, les filles, avec les tissus et avec les vêtements, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand vous voyez le tissu que vous avez sous les yeux, il y a un vêtement qui vous appelle, qui va avec, quoi. Il vous vient pas à l'esprit tout d'un coup enfin, je sais pas, j'imagine, j'en sais rien, c'est pas ma branche, mais... Ouais, exactement. C'est souvent l'idée aussi vient de la matière première dans notre cas, ouais. C'est pas possible de se dire, moi j'ai vécu avec une femme qui faisait des vêtements, c'est pas possible de se dire, ok, je vais faire une veste avec tel type de tissu. En fait, on va au marché et puis on trouve un tissu et on se dit, ah, ce tissu, il est génial pour faire ça. Ouais, exact. Donc, on anticipe voilà, les vêtements qu'on fait, on a des idées, mais souvent ça vient aussi avec le temps. Et puis voilà, c'est en fonction des opportunités, de plein de choses. On parle de la matière. Des fois, on a des idées, donc on va orienter nos recherches dans ce sens-là aussi. Ça peut arriver, mais c'est une autre démarche que voilà, aller acheter du tissu. C'est plus long, ça demande plus de temps. C'est un peu différent. Ben voilà. Voilà. Et alors c'est un bouquet un peu particulier parce que c'est un bouquet à poser à plat. En fait, c'est à poser à plat, à mettre dans un vase qui sera contre un mur. Donc c'est un bouquet qui a qu'un côté. De l'autre côté, il est tout. Voilà. Mais sinon, le process est pas très compliqué. C'est assez frustrant d'ailleurs parce que, enfin, vous, quand vous donnez des ateliers et tout, vraiment, il faut 5 heures pour apprendre à quelqu'un à vraiment arriver à faire une pièce très précise, etc. Moi, quand des amis viennent s'essayer à faire des bouquets dans ma boutique, c'est assez frustrant parce que tout d'un coup, ils font la même chose, en fait. Donc, je me dis, OK, j'ai pas du tout progressé en 15 ans. Mais c'est pas tellement une question de ça, en fait. C'est vraiment une question des fleurs et comment elles s'assemblent et comment elles... Ouais. Ça se voit. Bah, d'ailleurs, celle-ci, elle est pas à la bonne place et du coup, j'arrête pas de la redresser et elle veut pas, en fait. C'est que, voilà. Il faut l'écouter un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça aussi le process de création. C'est aussi avancer, enfin découvrir et créer en même temps que les pièces s'assemblent. Et ça recrée à chaque fois une nouvelle pièce, quoi. Et nous, c'est pareil, hein, des fois, quand des personnes viennent réaliser un kimono, alors évidemment, on a fait une sélection de tissus parmi les tissus qui nous tombent devant les yeux, mais eh bien, on peut être aussi... Des fois, on n'a pas assez, en fait. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que il y a aussi des kimonos qui sortent de chez nous, qui ont été faits par des élèves, qui sont très, très jolis et qui peuvent ressembler à des kimonos que l'on peut faire aussi parce qu'on a des belles matières. Et la forme étant là, elles peuvent partir avec des très, très belles pièces. Et aussi, voilà, c'est que des fois, il n'y a pas assez au final dans un tissu de récup. Donc, ça implique, par exemple, de mettre des manches qui sont dans une autre matière. Donc là, on peut mixer aussi et ça donne une autre dimension aux vêtements et ça peut être aussi très sympa. C'est un choix esthétique, mais qui vient de la contrainte. C'est sympa. Moi, j'ai fait un bouquet tout à l'heure et il me manquait du feuillage. J'ai dû découper une branche de sapin dedans. Et du coup, il y avait une tronche un peu Noël, mais c'était pas désagréable. Trop bien. Résultat, il y a aussi un point important. On est quand même on est encore en plein confinement et on sait que c'est pas évident. Être artisan, c'est aussi d'une certaine manière être entrepreneur ou au moins porter sa propre organisation. J'imagine que les impacts ont peut-être été différents selon vos activités aussi.
Est-ce que Tom, toi, tu es resté ouvert pendant la période des confinements ou c'est... Alors, moi, je suis resté ouvert dès le premier confinement. En fait, j'ai mis en place une espèce de système de commande, en fait, un peu chaotique au début. C'est moi qui faisais moi-même les réponses de mail automatiques après les commandes, en fait. Donc, c'est un très peu automatique alors. Et c'est un vrai métier, en fait, hein, faire des formulaires de commandes compréhensibles par les gens et tout. Les mecs qui travaillent chez Amazon et à la Fnac, ils réfléchissent vraiment. En fait, moi, je pensais que les gens lisaient de haut en bas et de gauche à droite. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'ai tâtonné un peu là-dessus. Ça a été long et compliqué d'organiser toutes les tournées de livraison parce que je les faisais moi-même, parce qu'en fait on était en confinement, donc c'était hors de question de mettre un mec sur un vélo sous-payé vous connaissez le problème. Et donc ouais, ça a été un peu compliqué, mais au final ça m'a permis d'aborder le deuxième confinement assez simplement. Après, moi, j'ai profité de ça j'ai complètement changé mes horaires, en fait. Jusqu'au premier confinement, je faisais 80 heures par semaine et j'étais ouvert 10 heures par jour, tous les jours. Okay. J'ai changé ça, en fait. Maintenant, j'ouvre en fin d'après-midi et je fais à peu près le même chiffre d'affaires qu'avant. En travaillant la moitié moins, finalement. Alors, ouais, en travaillant. Alors, c'est pas parce que je ouvert 4 heures par jour que en fait ça me fait travailler que 4 heures par jour malheureusement, mais quand même en travaillant moins et en ayant plus de temps pour moi, ça m'est venu en allant chez mon boulanger qui fait un super pain de mie machin, mais il en fait 20 par jour, donc à chaque fois que j'y vais, soit il est pas cuit, soit il a déjà tout vendu. Donc je me suis mis à le commander et je me suis dit mais si moi je peux commander mon pain de mie, peut-être mes clients ils peuvent me commander leur bouquet de fleurs aussi. Alors, c'est un peu différent parce qu'il y a un achat plaisir des fleurs aussi de passer devant et de. Voilà. Mais donc, ça a été un peu compliqué de convaincre les gens pendant le deuxième confinement d'être obligés de commander pour venir les chercher et tout. Mais au final, ça m'a permis, en bossant 3 fois plus, de maintenir à peu près mon activité. C'est vrai que le digital a quand même été un gros enseignement. Enfin, c'est un gros paradoxe. On était enfermés chez nous et on voyait personne, et pour autant on avait besoin de passer par un ordinateur pour se connecter à quelqu'un d'autre. Et pour vous aussi, Aline et Chloé, vous avez senti qu'il y avait un virage digital à prendre. Quelle action vous avez menée? C'était plus de la communication. J'imagine que c'était pas forcément évident de recevoir chez vous. Il y a eu des tutos. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Les 2 confinements, déjà, c'est 2 choses différentes. Okay. Là, le deuxième, on l'aborde différemment. Mais le premier, c'est vrai que ça a été assez comment dire, on s'y était pas du tout préparé. Ah ouais. Donc, c'est ça que je veux dire. Ça a coupé net l'activité. Voilà, c'était inattendu, donc ça a coupé net. Ensuite, Aline a eu l'idée aussi de faire des masques. Donc, voilà, mais après, on ne peut pas dire que ça a compensé aussi le manque d'activité, parce que nous, notre activité, c'est principalement donner des cours et travailler pour des artistes. Et le premier confinement, nos 2 activités principales ont été complètement coupées. Donc, voilà, on a fait d'autres choses, mais on a eu une grande perte de chiffre d'affaires. Et là, le deuxième, c'est un petit peu différent. Donc, il y a je pense quand même, c'est encore un peu compliqué, mais là, il y a moins de restrictions concernant les spectacles, enfin pas les spectacles, mais les créations de clips, voilà. Voilà, il y a plus de clips de paix, tandis que le premier confinement, travailler avec des artistes, c'était difficile parce qu'évidemment, il n'y avait pas de scène et pas tellement de clips qui se tournaient. Et là, il y a la différence entre les deux. Ouais. Non, là, il y a eu des concerts aussi en digital, en digital, en fait. Donc, on a quand même fait des tenues de scène pour des concerts en digital, des choses comme ça. Ouais. Ou des clips aussi qui se tournent pour sortir un peu de temps. Ouais, heureusement, le deuxième confinement, on a eu beaucoup plus de travail que le premier, vraiment où c'était gelé. Donc, on a
fait des créations perso, hein, on n'est pas resté inerte. On a pu continuer à notre atelier, tant mieux. Mais sinon, c'était assez difficile le premier. Et vous avez senti, il y a aussi un petit moment, enfin, être un artisan engagé, parfois, c'est pas forcément évident parce on peut se sentir un petit peu seul aussi face à des grosses structures, etc. Et la solidarité là-dessus est clé, et souvent à l'échelle locale aussi. Et c'est d'ailleurs un peu le boulot de la base. Est-ce que vous avez senti ça? Déjà, vous êtes assez proches tous les trois. Est-ce que vous avez senti que soit votre lieu devenait un peu un lieu de retrouvailles ou de la solidarité ou des regroupements qui se sont faits justement entre artisans engagés de votre quartier? Par exemple, Aline et Chloé, encore une fois. En fait, nous, on n'est pas le meilleur exemple parce qu'on a changé pas mal d'ateliers cette année. En fait, le premier confinement, on devait déménager. Donc, on a été un peu coincés dans le déménagement aussi. C'était un peu une période… Mais sinon, artisans les uns à côté des autres. Non, les voisins, le voisin venait nous commander parce qu'on faisait des masques. On a fait des masques à l'appel quand même. Pendant le confinement et juste après. Donc là, il y en avait pas mal beaucoup de commandes, de commandes personnalisées, de masques, où des gens nous apportaient leur tissu pour que l'on confectionne des masques. Ouais, on a fait beaucoup ça, mais sinon… Puis là, actuellement, dans ce nouvel espace, il y a beaucoup de solidarité avec les autres artisans. Ça, on le ressent. Il y a de la proximité aussi qui crée, puis on donne des coups de main, on se donne du travail, on partage beaucoup. Donc ça, oui. Complètement. Je crois que ça a commencé dans le Grand Est. C'est à l'origine d'une chambre des métiers, justement, c'est que les artisans qui ont des pas de porte, en fait, mettaient à disposition leur espace pour des artisans qui sont soit en chambre, soit sur cours, etc. Et comme ça, chaque lieu d'artisanat devenait en fait un mini salon pour d'autres lieux, quoi. Et c'est des initiatives comme ça qui font quand même vachement de bien aussi. Et toi, Tom, aussi, t'as vu des choses? Soit pas forcément chez toi, mais autour, etc. Et je suis pas forcément le meilleur exemple non plus parce que en fait, il y a une part de solidarité des clients, mais en même temps, les clients qui sont réellement solidaires, en fait, ils viennent acheter des fleurs. Voilà, simplement, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux pour que mon commerce fonctionne. Après, on s'entend tous très 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 bien entre commerçants et artisans dans la rue et tout, donc on s'entraide toujours depuis avant le Covid et ça sera pareil encore après le Covid en fait. Donc après, moi je trouve que à chaque fois qu'il y a des grandes crises comme ça, etc. On voit plutôt un peu partout des jolies initiatives et beaucoup de solidarité entre les gens. Ça serait peut-être signe qu'il faudrait en fait leur donner plus d'initiatives et leur laisser plus le champ libre pour s'entraider que leur mettre des bâtons dans les roues. Ça, ça serait sans doute plus constructif. Mais oui, de la solidarité, il y en a toujours à plein de niveaux différents. Après, toute est bonne à prendre. Donc, Complètement, ouais. Et toi aussi, Lionel, parce que déjà le lieu que tu occupes est finalement déjà un peu un bouillon de plein de cultures différentes, plein d'initiatives aussi différentes et d'approches. Est-ce que sur les périodes de confinement, soit post-confinement, est-ce que tu as justement senti comme ça que tu as soudé autour de ta structure? Alors le premier, moi j'étais chez moi, parce que j'avais déjà un pied cassé, j'étais confiné depuis le mois de novembre. Ok, d'accord. Tu peux te rapprocher encore un petit peu du micro? Oui, j'étais confiné depuis le mois de novembre puisque j'avais un pied cassé. Ok. Donc je m'y connais en confinement. Donc, pas de problème. Ok. Donc ça te fait 1 an de confinement maintenant, c'est ça? Voilà, c'est à peu près. Donc le premier, j'étais dans un appart de 30 mètres carrés, heureusement avec un balcon, avec un peu d'air, la vue des oiseaux, un faucon qui habite en face. Oh, ça va, mais dans 30 mètres carrés quoi. Et la boutique était fermée, les ateliers étaient, parce qu'on intervient dans des écoles, une quinzaine d'écoles par semaine à Paris. On a une équipe d'animateurs qui interviennent pour proposer des ateliers de récup justement. Ils font des view, des porte-monnaies en briques, des boîtes à secrets en goulot, etc., des conneries. Et tout ça, c'était arrêté. Donc, chômage partiel, heureusement. Okay.
Et comment dire, voilà, plus aucune activité, rien, zéro chiffre. J'ai bloqué l'URSSAF 3 jours avant le prélèvement et heureusement, parce que sinon on aurait été à moins 5000. Et après, depuis, plus rien. Le compte, il a pas bougé pendant, il était point mort, comme un électroencéphalogramme plat, quoi, pendant 3 mois. Et après, dès le 11 mai, je crois, ça a rouvert. Oui. Là, on a fait un super bon mois de mai, super bon mois de juin. Et nos clients, ils sont venus, il y avait du monde, enfin, ça a bien marché. Les gens, ils étaient joyeux, ils avaient plein d'argent. Et je crois que les bars étaient fermés encore, non? C'est possible, je me rappelle plus bien. Ouais. Les bars et les restos. Ah non, ils ont rouvert aussi les restos. Non, je dis ça, non. Non. Et là, comment est-ce que vous abordez tous? Parce que la période à venir, j'imagine, peut être assez importante pour vous. On se rapproche quand même de Noël. Vous êtes dans une démarche où consommer n'est pas forcément surconsommer aussi, et c'est aussi un engagement, etc. Comment est-ce que vous appréhendez, je pense notamment à vous, Aline et Chloé, comment est-ce que vous appréhendez les jours à venir? Vous accueillez dans la boutique, vous faites des ventes en ligne, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, nous, on n'a pas de boutique, on a un atelier qui donne pas sur la rue. Ouais. Ouais, mais du coup, ce qui est sympa, ce qui est chouette, c'est que on était au Grand Voisin, on s'est fait des amis et une amie a une boutique en ce moment dans le Marais et on fait du dépôt chez elle dans cette boutique et c'est plutôt Et elle privilégie que des artisans, justement. Ouais, exactement, ouais. Et locaux faits à Paris, etc. Donc on a cette voie-là. On a les cours qui vont reprendre plutôt. C'est en cours. Enfin, on a déjà des demandes, pas mal. Et puis un petit marché de Noël, qui se crée, qui va se faire 17, 18, 19 et peut-être le 20 aussi, 2 décembre, au bas, au sous-sol. Enfin, au sous-sol. On a un bel espace d'exposition. Donc au 81 au boulevard Voltaire, parce qu'en fait c'est une ancienne usine électrique qui a été reconditionnée en atelier et on est là pour jusqu'au mois de juin et on a à disposition pour ce grand espace au bas et donc on organise un marché de Noël. Voilà, avec plein d'artisans plein d'artisans du 11e. Donc ça sera le 18, 19 et 20. Trop bien. 18, 19, 20. Est-ce que, pareil, Tom ou Lionel, vous faites quelque chose? J'imagine que ce sera potentiellement aussi une période où plus de gens vont venir. Ouais, c'est toujours une période où les gens viennent plus. Après, moi, quand même, le gros de mon activité, c'est des gens qui s'apportent des bouquets quand ils vont dîner les uns chez les autres. Là, en ce moment, c'est pas super. Quand même. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelques pirates et tout, donc. Ouais, c'est ça. Tu surfes sur les pirates. Un Pax secret, un mariage caché, enfin des petits, voilà, avec 6 personnes ou 7. Mais voilà. Après là, c'est une période de sapin, beaucoup. Mais il y a du monde là, les gens sont là en tout cas. C'est trop cool. Mais sans surconsommation, je trouve. Ouais. En étant raisonnable, c'est plutôt agréable. Trop bien. Pour toi aussi, Lionel, il y a une initiative est-ce que tu as mené une initiative en particulier pour les semaines qui vont venir? Je vois quand même un petit Père Noël qui m'a l'air de circonstance. Nous, pendant le deuxième confinement, on a décidé de pas se mettre en chômage partiel. C'est marrant parce que les salariés, il y en a 7 et 3 qui tiennent la boutique, ils m'ont proposé d'arnaquer l'État, en gros, de se mettre en chômage partiel, mais de continuer à travailler bénévolement. J'aurais dit, ouais, c'est sympa, mais non, on va pas profiter comme de la guerre, quoi, non plus. Donc, on va travailler et on va faire notre site internet. Donc, on va faire des shootings, des produits, voilà, lui, il va être sur le site, vous pouvez l'acheter, labellerecup.com. Et à la boutique, évidemment, aussi, 27 Folie Méricourt. Et donc, on s'est dit, non, on va travailler. Après, bon, on s'endette un peu, voilà, parce qu'on paye des salaires. Et puis, à la rentrée, il y en a pas trop. On a fait 6 ventes sur le site internet en un mois. Bon, mieux qu'avant, mais pas suffisant. Un début, c'est une chaise de Babacar.
voilà, qui est partie dans le Var. Trop Donc bien. ça fait plaisir, quoi. Elle est arrivée du Sénégal il y a 2 mois et là elle est partie dans le Var. C'est génial. Donc voilà, le site, la boutique pour qu'elle soit nickel pour cette période. Et là je suis content parce que mes collègues me disent qu'on a fait des belles ventes ces derniers jours. Donc C'est trop cool. c'est encourageant. Ouais. C'est trop cool, c'est trop cool. Résultat, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de ce rendez-vous. Donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur les sites internet, directement en boutique et tout. Bref, consommons artisanal et consommons engagé si on doit consommer pour ce Noël, quoi. Si c'est un petit peu un bilan qu'on doit pouvoir faire de ça. Je vais passer un petit peu aux questions qui est à côté. Touc, touc, touc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une question de Amélie. Comment convaincre les personnes qui pensent que les artisans engagés sont trop chers, trop bobos? Paf, direct. Est-ce que c'est des retours que vous pouvez avoir un petit peu? Donc, sur la notion de prix, on l'évoquait. J'imagine que sur la notion de prix, c'est une explication que vous pouvez assez facilement avoir, en fait, avec la notion de qualité de l'approvisionnement. Je vais répondre là-dessus, sur la notion de prix. Ouais. Moi, j'ai pris le parti moi, je détaille toutes les fleurs dans ma boutique, c'est-à-dire vous pouvez acheter une seule fleur. Voilà. Ça fait très peur à plein de gens qui se disent « Ah ouais, mais alors si vous détaillez toutes les fleurs, ça va me coûter très très cher de faire un bouquet avec plein de fleurs dedans. » Non, pas forcément. Alors, je fais ça. Moi, j'ai pris le parti d'expliquer aux gens, parce que c'est le plus simple, hein, toujours. Mais moi, je veux travailler avec des belles fleurs, donc avec des producteurs avec qui je négocie pas les prix parce que moi, je fais pas leur métier. Donc, je vais pas voir mon producteur pour lui dire « Dis donc, je trouve que ta tulipe, elle est un petit peu trop chère. En fait, parce que c'est lui qui estime le coût de son travail. C'est comme ça que ça se passe avec les artisans. Et en revanche, je détaille toutes les fleurs pour que tout le monde puisse s'offrir une fleur ou 2 fleurs ou 3 fleurs. Ça m'a amené un public vachement agréable. C'est-à-dire que j'ai plein de gens très jeunes, voire des étudiants, etc., des gens qui ont vraiment pas de moyens et qui viennent s'acheter une fleur par semaine, 2 fleurs par semaine. Ça leur coûte 1,50 €, 2 €. Voilà. Et ça égaye leur intérieur et tout. Donc, la question du prix, en fait, ça s'explique. Les gens qui ont peur de ça, il faut qu'ils aillent au contact des artisans et qu'ils aillent discuter avec eux et qu'ils aillent effectivement les voir travailler. C'est ce dont parlait Lionel, je crois, tout à l'heure. Aller voir travailler les artisans pour comprendre et puis pour se rendre compte que, en fait, au final, moi, je vends, par exemple, les dernières roses là de saison, je les vends à l'unité 4 € la rose, qui sont des roses parfumées de jardin, produites dans le Val-de-Marne, etc. Je vous invite à aller voir chez Monceau combien ça coûte une rose produite dans une serre en Afrique clonée. Et je ne vous parle pas des conditions de vie des gens qui travaillent dans ces serres. Et pire, des gens pour qui ils travaillent. Voilà. Donc, ça coûte exactement le même prix, une rose chez Monceau. Ça coûte 4 €. Donc, très souvent, c'est une illusion, en fait, le prix. Est-ce que là-dessus, tu trouves qu'il y a potentiellement une responsabilité aussi de grosses entreprises qui veulent vous faire passer le plus petit artisanat pour quelque chose de cher ou pas forcément? C'est simplement que c'est dans l'inconscient collectif que… Moi, je suis pas complotiste. Je pense que les grandes entreprises, ça leur prend vachement de temps d'exploiter le grand capital et de faire du profit, et qu'ils ont pas plus de temps que ça pour essayer de nuire etc. Ils savent qu'ils jouent dans une autre cour, de toute façon. Donc, ils n'ont pas peur de nous. Je crois pas. Okay. Aline et Chloé, vous voulez un petit peu rebondir là-dessus? Donc, comment convaincre finalement les personnes qui pensent que les artisans engagés sont trop chers / trop bobos? Donc ça, bobo, il faudra qu'on le définisse un petit peu, mais en tout cas sur la partie trop chère. Déjà, nous on a plusieurs prix. Hein. On essaie d'avoir une offre assez accessible. Assez accessible pour proposer
des pièces qui ont été que modifiées, par exemple, qui ont été ouais, parce que tout ça, où il c'est y a un moins temps de travail. Voilà. En fait, on essaye d'avoir une offre assez large. Et de proposer de l'accessoire jusqu'à des grosses pièces type des manteaux, où là, du coup, c'est sûr que il y a beaucoup de travail, donc c'est un certain prix. Mais on essaye de varier, on essaye de… Puis après, on explique aussi aux gens, parce que nous, on fait beaucoup de recherches au niveau des matières. Donc, par exemple, la recherche, ça va être des pièces uniques. Donc aussi, on a quelque chose comme ça qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Donc là, c'est aussi un axe sur lequel on sensibilise les gens. Et puis aussi, on sensibilise au fait que ça peut être intéressant aussi d'acheter moins souvent des vêtements, mais voilà, d'en acheter un de temps en temps, mais qui est une belle pièce et pas un vêtement dont on va se lasser dans quelques semaines ou quand la saison sera passée ou qui va s'abîmer. Donc voilà, on sensibilise à la démarche qui est différente d'acheter un vêtement chez un artisan, un vêtement qui a été fait à la main. Voilà, c'est un autre achat et on le gardera peut-être plus longtemps. Il va pas se démoder et voilà, c'est autre chose. Donc c'est peut-être le meilleur moyen de les convaincre, ce serait peut-être de leur demander d'essayer finalement. Comme ça au moins, comme ça ils reviendront. Sur les autres questions, alors on a un conseil, cadeau engagé pour Noël, pour l'interrogation. Pardon, est-ce que j'ai pas compris la question? La question c'est un conseil pour un cadeau engagé à Noël. Un conseil pour un cadeau engagé à Noël? Je pense qu'on a quand même quelques exemples probants. Bien choisi, consommer chez un artisan, plutôt en local, dans une logique de revalorisation si on peut. Enfin, c'est vraiment se baser un petit peu sur ce qu'on a pu dire, pendant cette heure finalement. Quelqu'un qui connaît ses fournisseurs et qui pense aussi à une échelle locale, quoi. Ouais. Voilà, puis ça peut être aussi intéressant de faire ses cadeaux de Noël soi-même. Ouais. Voilà, selon son budget. Si on peut aller acheter chez des artisans engagés dans son quartier, on peut le faire. Mais aussi ça peut être bien d'envisager Noël sous un autre angle. Voilà, de faire un cadeau justement avec les idées de Lionel ou d'acheter une fleur. Voilà, il y a plein de cadeaux à la portée de tous. Complètement. Lionel, tu veux donner un petit conseil pour un cadeau engagé? On t'entend pas très bien. On t'entend très mal, Lionel. Ah oui, par exemple, tu récupères le papier cadeau qu'on vient de t'offrir et tu fais un chapeau avec. Voilà. Trop bien. Top. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un petit mot aussi pour la fin? Vous avez un petit commentaire à rajouter? Sinon, je pense qu'on va laisser la parole à Laurine qui va clôturer la séance. Eh bien, merci à tous. Nous voilà arrivés à la fin de cet événement. Merci à Lionel, Chloé, Aline, Tom et Édouard pour cette table ronde. J'espère que ça vous a beaucoup inspiré pour vos cadeaux de Noël. Merci à Amélie pour la modération. Merci à Hervé pour la réalisation du live. Pour rappel, ce live reste visionnable sur notre page Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager. Et encore une fois, n'hésitez pas à participer à prix libre sur le petit bouton « Faire un don » en dessous de votre vidéo. Rendez-vous lundi 14 décembre pour le prochain live avec une table ronde Covid-19 et solidarité. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.